Ce titre, donc un fantôme dans la bibliothèque, renvoie à cette fiche qui marque matériellement l'absence d'un livre dans un rayonnage. Et pour moi, c'est aussi par extension tous ces livres en creux dans votre texte, tous ces livres que vous évoquez, dans une présence-absence, parce qu'ils sont là en notes, dans des commentaires que vous faites, qui sont comme des excursions, dans des renvois. Ce sont vos livres, les livres d'autrui, les livres que vous avez aussi publiés évidemment dans la librairie du XXIe siècle, les auteurs que vous avez rassemblés aussi dans votre revue, le genre humain. Est-ce que ce livre, c'est le livre fantôme de votre bibliothèque? Et c'est surtout un livre qui me reste à moi-même assez mystérieux. Par exemple, vous avez dit d'où vient le titre. Il y a au fond ce que nous savons et il y a ce qui nous échappe. Alors ce que je sais, c'est la raison et comment, je peux le raconter. Ce titre est devenu d'abord le titre d'un chapitre et puis du livre. Mais en réalité, les choses se sont passées d'une manière moins anecdotique. Donc je commence par la fin. Quand j'ai relu l'ensemble, au moment où on fait les épreuves, etc., d'un livre, je me suis rendu compte que ce fantôme que je pensais être à la fois, en effet, l'histoire d'un livre manquant, l'histoire de tout ce qui peut échapper dans notre rapport au livre, qu'en réalité ce fantôme était beaucoup plus que ça, et qu'il reliait l'ensemble de tout ce que j'avais pu écrire et qui se trouve, donc l'ensemble de tout ce que j'avais pu écrire de plus intime, de plus privé, je dirais, et qui, comme il y a un moment une phrase où je dis que, et puis les universitaires savent ça, on fait des exposés. Un exposé, on est censé pouvoir soutenir, comme une thèse, ça se trouve où, ça a été cité pourquoi, etc. Et puis il y a des jours où on s'expose. Alors ça, c'est un livre où l'auteur, qui se mêle intimement avec le narrateur, s'expose. Le chapitre, qui s'appelle Un fantôme dans la bibliothèque, qui a donné le titre au livre, a une histoire très singulière. Thierry Grillet, responsable des publications à la BNF, est venu me voir un jour et bon, je raconte l'histoire, comme on ne se connaissait pas, vous savez comment c'est, quand on se rencontre et qu'on ne connaît pas quelqu'un, chacun, on est un peu... voilà. Donc, il prend rendez-vous, on se voit, et il me dit voilà, nous allons faire un numéro de l'ancienne revue de la BNF. Alors je commence par lui dire ah oui, c'est le merveilleux magazine que vous tirez à 50 ou 60 000 exemplaires. Il me dit non, pas du tout, c'est la vraie revue qui s'appelle la revue de la Bibliothèque nationale de France, et nous préparons un volume sur la lecture. Vous comprenez, c'était il y a 5 ou 6 ans, enfin en 2010, disons 2011, tout change très vite, le numérique, la preuve là, le numérique, les livres, la lecture, et comme vous êtes à la fois un érudit, je dis avec un certain humour là, un érudit, un savant, un écrivain, un éditeur, un professeur, ça continue comme ça, alors est-ce que, voilà, un essai de 12 000 signes, ce serait formidable sur ce que c'est lire et écrire pour vous. Vous voyez notre volume, il va s'appeler L'homme qui lit. Je dis, vous savez, les femmes lisent plus que les hommes, mais bon. Et puis, étape 1. Deuxième étape, j'ai ce texte qui me trotte dans la tête, et puis je fais rien. Comme souvent, quand on vous demande un texte, on ne le fait pas nécessairement. Et puis je me réveille une nuit, et sans comprendre tout à fait ce qui se passe, je commence à écrire l'histoire. On va retrouver le fantôme dans un instant, je vous rassure. L'histoire d'un enfant qui n'a envie de rien. Mais de tellement rien. Je sens toujours là le besoin de préciser que de ne pas avoir envie de vivre, ça nous arrive, je dirais pas tous les jours, mais ça peut arriver. Le désir même de mourir, d'être suicidaire, peut traverser l'esprit. Non, cet enfant, même la mort ne l'intéresse pas. Au fond, son unique colonne vertébrale, c'est la seule chose dont il est certaine, c'est que jamais, il n'apprendra ni à lire ni à écrire, et il ne sait même pas pourquoi. Mais le lecteur, très rapidement, va être informé d'une chose simple que nous savons tous, c'est que pour écrire des lois, on se sert de l'alphabet, et que cet enfant sait
parce qu'il est né dans un monde après un génocide en 1946, il sait qu'il y a eu là des massacres qui n'étaient pas du tout des massacres spontanés, mais des massacres ordonnés par des lois, c'est-à-dire par des systèmes alphabétiques aussi. Et lorsqu'il dit qu'il ne veut pas, ne peut pas, c'est pas qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas apprendre ni à lire ni à écrire, on comprend qu'en effet, son problème, ce ne sont pas les récits. Ce sont vraiment ces espèces de trucs noirs qui sont sur la page blanche et qu'on appelle des alphabets qui forment des vocables et des mots. Et puis, arrivé à l'adolescence, tous les parents savent ça, le moment de l'adolescence, tout bascule. Tout se réorganise dans la vie d'une jeune fille ou d'un jeune homme. Et cet enfant sombre littéralement, ni dans l'alcool, ni dans la drogue, il sombre dans l'érudition. Sans aucun alphabet, il fait du grec, du latin, de l'hébreu, du sanskrit, et il se met comme un fou à courir dans les bibliothèques, mais pas pour lire les livres, pour quelque chose qu'il ne sait pas, qu'il cherche dans les bibliothèques. Et il faut dire, vous le savez, en tout cas moi, quand j'avais 16-17 ans, on ne pouvait aller dans les grandes bibliothèques que si on était étudiant ou si on était majeur. Donc c'est un sans-papier des bibliothèques. Il se fait des faux papiers et il arrive dans les bibliothèques. Et voilà, pardon pour ce détour, qu'arrive le fantôme. Il découvre que quand quelqu'un emprunte un livre, en accès libre, qu'il va s'asseoir à une table avec un livre, en lieu et place du livre, on met une planchette, une fiche, quelque chose que les bibliothécaires appellent, c'est un accessoire de bibliothèque, appellent un fantôme. Il a compris ça, et un jour, il débarque dans cette bibliothèque, et en lieu et place d'un livre manquant, il se dit, il va y avoir un fantôme. Le fantôme n'est pas là. Et c'est comme si tout se remettait en place à ce moment-là, dans cet esprit un peu échauffé, cet esprit qui n'était pas un esprit cultivé. Je veux dire, il n'avait pas appris grand-chose, mais sur le coup, tout s'éclaire. Il se rend compte que tous ces morts dont il avait entendu parler dans son enfance, eh bien, ces morts n'avaient pas eu droit au statut de fantôme même. C'était de la disparition, c'était pas de la mort. Et au fond, le fantôme, qui n'était pas là pour remplacer le livre, a été pour lui cette indication. Alors, posiez la question, un fantôme dans la bibliothèque, un livre. Il y a ce texte, je viens de raconter rapidement, on pourrait y revenir. Mais c'est bien, je dirais bien après l'avoir écrit, ce texte-là, et en relisant l'ensemble du volume, que j'ai compris à quel point le rapport aux archives, le rapport, quelque chose auquel on reviendra peut-être, à l'absence de l'écriture ou au désir de ne pas écrire, le rapport à la musique, toutes ces choses sont complètement habitées au fond par la nécessité de dire quelque chose, en effet de ce que serait un fantôme, dès lors que le fantôme n'est pas là, et c'est pas à vous que je dois rappeler à quel point les fantômes sont des êtres littéraires, si on se souvient même de l'œuvre d'Antonio Tabucchi, les fantômes dans la littérature, plus tard au cinéma, sont très présents. C'est de l'inquiétude rassurante, contrairement à la formule freudienne habituelle, que les fantômes nous offrent. Et ici, il faudra donc, cet enfant a dû apprendre à vivre avec un manque radical qui est non pas le manque des vivants devenus morts, mais le manque de la mort même, le manque du fantôme. Apprendre à vivre avec le manque du fantôme en n'en manquant pas, parce qu'en même temps c'est un enfant très joyeux, qui danse, qui rit, et qui saute au-dessus de l'absence du fantôme, pourrait-on dire. Oui, et c'était ma question suivante, mais je disais que c'était un mot qui avait peut-être un sens extensif, c'est une image aussi, c'est une métaphore, enfin, c'est un petit peu comme l'image dans le tapis de James, enfin, c'est cette image qui fait sens et qu'on retrouve absolument partout dans le livre, mais ce sont aussi tous ces fantômes de l'histoire, vous les évoquiez il y a un instant, d'une histoire à la fois collective et personnelle, intime, puisque, alors, j'allais dire vous êtes né, mais je l'ai étrangement écrit au pluriel dans ma question, et donc c'est l'enfant et vous. Dans une famille aux bibliothèques inaccessibles, écrivez-vous, aux archives effacées, et donc
ces fantômes, ce sont eux aussi leur donner des archives, ne pas les oublier, écrire cette histoire qui a été effacée par un génocide, et un génocide pensé, comme vous l'avez dit. Alors oui, peut-être pour que les choses soient dites. Donc, je suis né en 1946 dans une famille juive polonaise qui a fait donc survécu miraculeusement, puisqu'en Europe, un juif polonais en 41, en 42, en 43, ça ne pesait pas lourd. Ils font partie de ces personnes qui ont pu arriver en passant par la France en Suisse, et donc se sont retrouvés dans des camps de réfugiés, et après la guerre, voilà, ils avaient survécu, et moi je suis né en 46, première chose. Pour la question que vous venez de poser, les archives, ou quoi que ce soit qui aurait pu appartenir à toutes ces familles disparues, qui étaient, par exemple, mon père, mais il faut voir ce qu'un enfant en fait. Mon père me disait toujours, Hollander avec O, il n'y en a pas. Tu es le seul. Les autres, ça s'écrit avec H, avec 2 L, avec un A et tout. Tu es le seul parce qu'ils sont tous morts. C'était terrible, sauf que moi j'étais très fier. J'étais très heureux, je me sens très très unique, je suis le seul. Je dirais que depuis l'arrivée d'Internet, j'ai compris que tout ça, c'est comme toutes les histoires de famille, ce sont des mythes, et il y a plein de Hollandais qu'on retrouve écrits comme mon nom. Mais de toute manière, pour rappeler aussi qu'un enfant réinvente les choses, mais l'adulte ici, qui raconte l'histoire de l'enfant, a compris, quand il s'est mis à écrire, que ces êtres, ces millions d'êtres disparus, mais ils ont disparu avec tout ce qui aurait pu les signifier. Donc, bien sûr, on sait qu'il n'y a pas de tombeau, qu'il n'y a pas de mémoire inscrite, mais il n'y a pas non plus de documents, et oui, quelquefois pour certains, et encore rarement, ça dépend où ils étaient. S'ils étaient en Pologne, déportés depuis la Pologne, il n'y a même pas nécessairement de photos, ça dépend d'où ils arrivaient. Et donc, en quelque sorte, l'enfant va devoir s'organiser avec ce manque. Et, quand vous posez la question du rapport entre le fantôme et l'archive, là encore, j'aimerais, c'est pas une revendication, c'est un constat, c'est l'historien qui revient. Il faut assez modestement dire que j'ai quand même passé ma vie à m'efforcer de faire tout ce que je faisais sans savoir ce que je fais. C'était très important pour moi de ne pas savoir, de ne pas être dans une posture de maîtrise de savoir. Et donc, pour parler de choses élémentaires mais drôles en même temps, lorsque je raconte dans ce livre que j'ai conservé pendant des années tous les billets de train, tous les tickets de train de ce voyage que je n'ai jamais cessé de faire entre Bruxelles et Paris, Bruxelles, tous mes livres, j'écris, et Paris, au fond, où je travaille et où je suis domicilié, où je vote, et je me réfugie à Bruxelles pour écrire. Mais tous ces billets de train, quand je les gardais, c'était pas pour des archives, c'était pas pour l'IMEC, c'était parce que je ne savais pas. Et c'est bien plus tard, lorsqu'on m'a proposé de déposer mes archives à l'IMEC, que j'ai fait le choix, toujours sans comprendre et sans savoir, de déposer ces billets de train en me disant, vous voyez, on rationalise toujours, puisque la formation d'historien, je suis dit tant mieux, peut-être qu'un jour un historien du ferroviaire sera heureux de retrouver tous ces billets de train. Ce n'est que quand j'ai écrit un des textes qui s'appelle, et qui est devenu le chapitre qui s'appelle L'inassimilable, où je me souviens d'avoir rêvé en boucle, enfant, quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, peut-être même 5 ans, j'en sais rien, des cauchemars où ce qui avait frappé l'enfant par rapport à la déportation, ce qui était très concret, les chambres à gaz, on ne peut pas tellement imaginer, mais ce qui est très concret, c'est qu'on sortait les gens de leur lit. Un enfant, on sort quelqu'un de son lit, il est en pyjama, ou il est tout nu, on l'emmène dans la rue, il peut à peine s'habiller. Moi, on me sortait toutes les nuits de mon lit pour emmener vers n'importe où. On ne savait pas où c'était, dans des trains. Et voilà que les trains revenaient. Et que, en écrivant ce chapitre, qui se trouve aujourd'hui dans ce fantôme dans la bibliothèque, on comprend le bonheur que ça peut être dans une vie que de prendre un train qui part d'un lieu et qui arrive dans un autre lieu. Mais il faut dire, une fois de plus, les choses à la fois modestement et sobrement. Si depuis l'âge de 13 ans, parce que c'est comme ça, j'ai passé ma vie dans les trains,
c'était évidemment sans aucune intention de rien réparer. Cela dit, ça a néanmoins été une vie. Arrivé à mon âge, je continue à dire souvent que mon unique ou presque domicile fixe, c'est le train. Donc, le rapport entre le fantôme, l'absence, la fabrique d'archives que je suis devenu à moi tout seul, je dirais, en me servant de tout ce que j'ai autour de moi, des manuscrits d'auteurs, de mes propres textes, de choses que je ne sais pas, les documents préparatoires à notre rencontre d'aujourd'hui peuvent parfaitement se retrouver dans une enveloppe et devenir quelque chose comme une archive. Moi, j'ai été très frappée aussi par les numéros, parce que vous dites maintenant noter les numéros des billets électroniques. Oui. Et c'est pareil, c'est dans un imaginaire d'enfant des camps de concentration. Ces numéros m'ont frappé aussi. Oui. Ouais. Oui. Mais vous voyez, là encore, c'est vrai qu'en écrivant ces phrases, il y a le double sens. Il y a le fait que les billets ont disparu et qu'on vous donne des codes d'accès. Et le contexte dans lequel ça se retrouve dans ce chapitre, évidemment, évoque au lecteur immédiatement d'autres numéros et d'autres tatouages. Pour revenir au titre toujours, parce que j'ai pas mal de questions sur ce titre, il y a ce mot bibliothèque, parce qu'on a beaucoup parlé du fantôme, mais ce mot de bibliothèque, il est évidemment synonyme de librairie, je pense à Montaigne, et donc pour moi, il y avait aussi ce rapport à la librairie au sens d'une bibliothèque, d'un bureau dans lequel on range, ou on tente de ranger ses livres. Une bibliothèque, c'est aussi une collection. Est-ce que c'est une manière de faire de ce livre l'image en petit d'un ensemble beaucoup plus vaste? Parce que ce qui est très frappant aussi, alors vous le justifiez, vous dites qu'on vous a demandé de publier ce livre dans cette collection, qui est votre collection, et en même temps, c'est tellement l'analogone de l'ensemble de la collection, pour moi, qui avait comme une référence entre bibliothèque, librairie, ce livre dans cette collection pour la première fois. Alors vous avez tout à fait raison, parce que vous savez que quand un livre est terminé, on peut hésiter sur son titre. Alors diacritique, on peut raconter des choses qu'on ne raconte pas ailleurs. Donc par exemple dire qu'il y avait 3 titres possibles, qui je crois 3 bons titres. Un des 3, c'est Un fantôme dans la bibliothèque, celui qui se retrouve. Mais les 2 autres, c'était quoi? C'était Le cliveur de diamants. C'est un bon titre. Un bon titre, vous savez, ça ne se comprend pas. Les langues du paradis, c'est quoi? C'est un bon titre. On ne sait pas. Le cliveur de diamants. Mais celui que je pensais au départ qui serait vraiment le titre, parce que c'est un des textes clés aussi, qui apporte énormément d'éléments, je pense, à l'ensemble de ce qui se trouve dans ce livre, c'est l'inassimilable, dont on pourrait beaucoup parler. Alors, c'est vrai que quand il y avait les 3 titres, je me rappelle, Le cliveur de diamants, L'inassimilable et Un fantôme dans la bibliothèque, c'est possible que si ça n'avait pas été à être publié dans la librairie du XXIe siècle, cette collection que j'ai créée en 1989 au Seuil, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose en effet d'éclairant et de drôle, de cocasse aussi, à ce qui est ce titre-là dans cette collection-là. Et vous avez raison de rappeler que, au fond, ce volume, il est publié au Seuil dans cette collection, à la demande à la fois de sa première lectrice, Séverine Nickel, et d'Olivier Bétourné, le PDG, qui, quand il l'a lu, m'a dit à l'évidence, il faut que ce soit dans votre collection. Pourquoi tant de précautions? Après tout, lorsqu'on regarde l'histoire de l'édition au XXe siècle, il n'y a à peu près aucun auteur, aucun chercheur, aucun savant qui, directeur éditorial d'une collection, ne se soit pas publié lui-même. Ne prenons les choses que dans notre mémoire encore actuelle au XXe siècle. Henri Bert, la plus grande collection de sciences humaines
à partir des années 20, chez Albin Michel, ça existe toujours, l'évolution de l'humanité. Ses propres écrits sont publiés dans sa collection. Pierre Nora, bien sûr, dans la bibliothèque des histoires. Braudel s'est publié dans une collection, si je ne me trompe pas, qu'il dirigeait chez Flammarion. On peut prendre énormément Bernard Noël, les écrivains, les poètes, chez Flammarion, dans la collection Texte qu'il dirigeait. Or, j'avais toujours dit, sans en exclure la possibilité, que, et donc pendant un quart de siècle, que je ne souhaitais pas, j'ai été publié ailleurs, je ne souhaitais pas être publié dans ma propre collection pour une raison presque enfantine, qui est que quand on écrit pour les autres, et que j'avais pas envie d'écrire pour moi-même, pour dire les choses ainsi, et c'est en effet, en quelque sorte, par le truchement d'Olivier Bétournet et de Séverine Nickel, que j'ai eu droit à me retrouver dans cette librairie du XXIe siècle. Ça, c'est pour faire le lien entre le titre et la collection. Et un certain nombre des premiers lecteurs et lectrices, en effet, au Seuil, quand ils ont lu le livre, m'ont dit ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'ils trouvaient qu'il y avait une résonance, et même plus, entre ce que je racontais, où quand même beaucoup d'auteurs de la collection sont nommés, sont présents, et cette collection dont on m'a souvent demandé à quoi elle correspondait. C'est quoi une collection où il y a des romans, de la pure fiction, où il y a de la poésie, où il y a ce qui a le plus compté dans les sciences humaines. Si on pense que l'année prochaine, il y aura la correspondance Jacobson-Lévi-Strauss, entièrement inédite, et si vous prenez ce couple Jacobson-Lévi-Strauss, vous avez toutes les grandes inventions des sciences humaines au milieu du XXe siècle. Donc, ça fonctionne comment? Alors, c'est vrai, avec un peu d'imagination, l'imagination de la lectrice que vous êtes, quand vous venez de me dire qu'il n'était pas certain que vous distinguiez bien vos rêves de ce que vous avez lu, de la lecture que vous faites, avec l'espoir que toutes les lectrices et tous les lecteurs seront comme vous, c'est-à-dire qu'ils cesseront de vouloir comprendre ce que j'essaie d'écrire ou de dire, mais qu'enfin ils s'accordent à elles-mêmes et à eux-mêmes l'autorisation de lire et de comprendre ce qu'ils souhaitent trouver dans un texte. Oui, c'est le contraire de ce qu'on nous apprend souvent à l'école, mais je crois qu'à partir du moment où on fait ça, oui, dans ce livre, on peut retrouver plusieurs clés des modes d'emploi, de la manière de poser les unes et les uns aux côtés des autres le grand nombre d'auteurs qu'il y a aujourd'hui dans cette collection. Oui, et on y reviendra peut-être, mais c'est aussi au-delà de cette très très belle collection, la librairie du XXIe siècle, c'est aussi la manière dont se constitue toute bibliothèque depuis ces fantômes. Vous dites, il y a une phrase extraordinaire, page 43 de votre livre, vous dites, et si la fonction la plus efficace de toute bibliothèque était d'inciter à une lecture sans fin qui n'aura jamais lieu. Alors vous en parlez des livres que vous n'avez pas lus dans votre bibliothèque, comme tout grand lecteur. On a des livres qu'on espère lire un jour, enfin, comme une promesse d'avenir et de lecture. Mais il y a cette idée aussi, un fantôme dans la bibliothèque, que quelque chose se construit d'une bibliothèque dans cette absence, dans cette présence-absence, toujours. Oui. Oui. Vous savez, en vous écoutant, je me dis que, au fond, le rapport à la bibliothèque et à tous ces livres qu'on ne lit pas, qu'on ne lira jamais, c'est un rapport aussi très concret, très matériel, très charnel. Donc il y a d'une part des livres dont on se dit que peut-être on pourrait rêver de les lire, on ne les lit pas, mais il y a aussi ces livres que l'on désire absolument avoir autour de soi, dont on sait parfaitement bien qu'on ne lira pas. C'est-à-dire, il y a les livres, vous venez de faire cette citation, qu'on peut rêver de lire et qu'on ne lira jamais, mais il y a aussi les livres dont on sait, par une sorte de savoir très peu assuré, mais néanmoins dont on sait qu'on ne les lira pas, mais on souhaite néanmoins qu'ils soient près de nous, comme pour nous rassurer. Je me souviens, Yves Bonnefoy disait toujours, c'est extraordinaire ce qu'on aime avoir autour de soi comme livres dont on sait parfaitement qu'on ne les lira jamais. C'est encore une autre catégorie. Ça fait pas. Il y a les livres qu'on rêve de lire et qu'on ne lira peut-être pas, mais il y a ceux qui ne font même pas partie de ce rêve.
et que néanmoins on souhaite, je dirais, absolument avoir le compagnonnage. C'est quoi? Alors là, on rentre dans une catégorie onirique d'un autre type, dans une catégorie onirique où le livre a pour fonction de ne pas être lu. C'est une sorte de savoir dont on rêve en soi sans y accéder. Pour faire quoi? Pour savoir quoi? Pour fonctionner comment? Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce propos. Peut-être dernier sens de ce titre, mais vous l'avez évoqué au tout début d'ailleurs. Ce fantôme dans la bibliothèque, c'est évidemment... alors, j'allais dire c'est vous, mais c'est en tout cas cet enfant auquel il faudra une vie entière pour apprendre à lire. C'est le dernier texte du livre, pardon, et qui est devenu l'unique fantôme de sa bibliothèque. Ce sont les derniers mots du livre qui font retour au titre, qui invitent aussi, un peu comme la Chartreuse de Parme, à le relire pour comprendre pourquoi il y a eu ce glissement du la bibliothèque à sa bibliothèque ou du sa bibliothèque à la bibliothèque. C'est comme une appropriation finale. Et donc, est-ce que ce fantôme à la troisième personne, c'est vous, c'est tout lecteur de ce livre qui est invité à le relire ou reparcourir? Pourquoi ce texte-là est justement à la fin comme un rappel du titre? D'abord, rappelons que le fantôme dans la bibliothèque qui termine le livre, ce chapitre-là, il s'agit bien de l'histoire de l'enfant qui a une volonté analphabète. Oui. Donc c'est un érudit sans alphabet. Voilà. Le texte dit qu'il sait même ce qui se trouve dans les livres qu'il n'a pas lus, que les auteurs qui les ont écrits et composés ne savaient pas ce qu'ils y déposaient. Donc c'est une espèce de savoir suprême, pas du tout mystique, technique presque, lié à des choses qu'on n'explique pas et qui ne sont d'ailleurs même pas de la magie. C'est là qu'il y a le fantôme. Mais le fantôme est là aussi parce qu'il est là comme la clé de la volonté analphabète pour expliquer l'histoire du gosse qui refuse d'apprendre à lire et à écrire. C'est-à-dire qu'il refuse de s'accorder aux lois d'un pouvoir meurtrier. Pouvoir meurtrier, encore une fois, dont il faut souligner qu'il s'appuie sur des lois, sur des législations, c'est-à-dire sur la légalité même, sur une autorité légitime, la légitimité. Lorsqu'on peut commettre un génocide d'une manière légitime, et si le mot légitime a quelques liens avec la loi étymologiquement, on peut l'utiliser là, le fantôme appartient à cet univers-là. Donc c'est certain que c'est cet enfant-là. Il y avait la seconde question que vous posiez, est-ce que ce serait chaque lectrice, chaque lecteur? Et ça, ce serait un rêve. Ce serait le rêve que ce type de trajectoire, qui semble trajectoire singulière, puisse être adopté et partagé par de nombreuses lectrices et lecteurs. Probablement oui, ce que vous dites, certainement, parce que je pense que le rapport au livre, et même le rapport à ce type de récit, même si on ne le lisait pas, est quelque chose qui certainement appartient à beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine. Et quand je dis même si on ne le lisait pas, c'est quelque chose là encore de très matériel, de très concret. Je veux dire, la première réception de ce livre, au moment où il était sur épreuve, m'est venue, comme ça, par hasard, de la part d'acteurs et d'actrices, quelquefois même que je ne connais pas, qui ont accepté. Il y aura une séance au musée d'histoire du judaïsme en janvier prochain, où à la fois Florence Delay et Denis Podalides vont lire des textes. Emmanuel Noblet va se saisir de ce livre pour en faire des choses. Catherine Arditi souhaitait également. Donc c'est quoi? Alors là, c'est l'incarnation d'un fantasme pour moi. Je ne veux pas écrire, je n'écris pas. D'ailleurs, je fais un livre qui n'est pas écrit. Enfin si, il est là, on peut l'acheter, on peut le lire. Mais néanmoins, s'il pouvait passer de ma voix qui n'écrit pas à une ouïe, à une oreille qui entend de la voix lisant ce texte qui n'est pas fait pour être lu, alors la boucle serait complètement bouclée. Au fond, je n'aurais pas dû publier un fantôme dans la bibliothèque dans ma librairie du XXIe siècle. Ça aurait dû être immédiatement de l'audio quelque chose, ça aurait pu être immédiatement
Mais les fantasmes ne doivent pas s'incarner, n'est-ce pas? Nous savons ça. Ce serait un fantasme d'auteur, mais oui, mieux vaut que ce soit sur une page néanmoins. Oui, oui, oui. Et puis en même temps, c'est tellement le prolongement aussi de ce texte dans lequel vous racontez comment votre père lisait à chaque Shabbat un texte que un jour vous-même vous avez lu. Il y a cette transmission d'une voix et c'est ce qui va se produire avec bon, évidemment dans un contexte différent et c'est un autre type de livre, mais c'est exactement cette filiation, cette transmission aussi. Alors là, vous faites allusion, en effet, à un chapitre qui s'appelle un Shabbat comme les autres. Shabbat étant le vendredi soir, dans les familles juives traditionnelles, où le père de famille dit des bénédictions. Ces bénédictions, d'abord, il faut savoir, c'est une chose un peu particulière, c'est simplement la déclamation de quelques versets de la Genèse, qui dit le premier jour il a fait ça, le deuxième jour il a fait ça, le troisième jour il a fait ça, le sixième jour, le septième jour il s'est reposé, voilà, donc on va se reposer. Voilà. Donc c'est un texte extrêmement archaïque, où la foi est du degré zéro. Je dis ça parce que ce serait un autre débat. Vous savez que dans l'hébraïsme ancien et dans le judaïsme d'une manière générale, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de croyance. La croyance est une invention telle qu'elle est, d'une manière moderne, entièrement chrétienne, et une invention d'ailleurs géniale, il faut saluer, mais il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de foi telle qu'on l'entend, nous, aujourd'hui, dans l'Occident chrétien, dans le judaïsme ancien. Et donc, ce texte que j'ai écrit, et qui est entièrement inédit, là, que j'ai écrit au moment où mon père avait à peu près 100 ans, en sa présence d'ailleurs, c'est un texte que j'ai écrit un vendredi soir, en effet, frappé par quoi? Par le fait que cet homme, qui était déjà à l'époque beaucoup plus âgé que moi, parce que mes parents étaient très vieux, n'est-ce pas? Quand je suis né, ma mère avait 43 ans, mon père devait avoir le même âge. Donc, à l'époque, c'était un âge certain, en 1946, voilà. Que cet homme avait passé toute sa vie sans croire en aucun Dieu, à dire tous les vendredis soirs des bénédictions dans une langue morte qu'il ne comprenait pas vraiment. Il devinait ce qu'il disait, mais c'était pas un érudit, c'était pas un savant. Mon père était un homme qui n'a jamais lu de livres. Donc tous les vendredis soirs en hébreu, s'adressant à celles ou ceux qui étaient autour de lui, principalement ma mère et ses enfants, qui n'y pigeaient rien de plus, ne comprenaient pas l'hébreu. Et ce texte pose la question de c'est quoi de lire, c'est quoi un rituel au fond? C'est quoi un rituel dont la plénitude pas au sens mystique, mais au sens concret, dont le plein serait de la vacance, du vide, de l'absence de sens. C'est quoi quand ça fonctionne comme ça? Ça, c'est un des aspects de ce texte, où à un moment, j'ai fait d'ailleurs quelques pages sur et qu'est-ce qui se passait si nous essayions de lire nos langues vivantes. Si je prenais le journal, là, Le Monde de cet après-midi, et je me mets à le lire comme si c'était de l'assyrien ou du sanskrit, en essayant de déchiffrer. Qu'est-ce qui se passe si on lit une langue vivante comme si on se servait d'une langue morte? Je crois qu'on aurait accès à beaucoup de choses étranges qui nous échappent par l'habitude de lire et de croire qu'on comprend ce qu'on lit. C'est une chose. Mais il y a une autre chose encore à laquelle vous venez de faire allusion, qui est l'histoire du jeune homme et puis de l'adulte que j'ai été refusant, ne souhaitant pas faire ces bénédictions du vendredi soir. Et cet homme, arrivé à la fin de sa vie, il avait presque 100 ans, comme il l'avait fait auparavant, et sans aucune insistance, me demandait est-ce que tu veux toi aussi? Avec un verre de vin, dire. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, d'abord je lui ai dit oui, je termine par ces phrases en hébreu, ce chapitre se termine comme ça, Yom HaShishi, Vayoklu Hashamayim Va'aretz V'kol Tzova, et ainsi de suite. Mais ce que j'ai surtout compris, c'est que mon refus, c'était pas le refus de la religion, ça c'est simple. Pas croire en Dieu est une chose élémentaire, en tout cas pour des gens comme moi. Non, c'était le refus de la génération et du passage du temps. Parce qu'au moment où vous acceptez de rentrer dans le rituel qui n'est pas le vôtre, mais qui est celui d'une génération précédente, vous êtes déjà, vous, à ce moment-là, la génération précédente en devenir. Et donc c'est ça qui se passe.
dans ce texte. Mais il y a aussi ces mots que du coup vous connaissez et que vous pouvez dire sans avoir eu l'impression de les avoir appris. C'est toujours cette idée d'un fantôme quelque part et qui se concrétise, enfin qui se... Mais écoutez, je ne sais pas ce que les sociologues racontent de ça. Ils ont certainement beaucoup de choses à dire parce que ce serait une histoire qu'on pourrait appeler de la réception impalpable. De quoi s'agit-il ? On m'a dit récemment, Pérec. Quelle importance a eu Pérec pour vous ? Je dis, il faut que je commence par dire que je n'ai jamais lu Pérec. Au moment où je l'ai rencontré, je connaissais à peine son nom. Au moment où je lui ai commandé ce texte, Pensée classée, on y reviendra peut-être après. Ouais. Mais de toute manière, une œuvre comme celle de Pérec, comme certaines autres œuvres, peuvent nous habiter entièrement sans qu'on ait eu à le lire. Parce que c'est une œuvre qui a essaimé d'emblée. Prenez Paul Celan. Je connais les chiffres de vente de Paul Celan. Ce sont des chiffres très modestes. Pour ce poète énorme, sans doute un des plus grands poètes européens de la seconde moitié du XXe siècle, dans les gazettes, tous les jours, les gens vous mettent le poète de la Shoah, Paul Celan, etc. Les gens ne le lisent pas. Il existe dans la présence, dans la mémoire et dans la réalité lettrée et affective, alors même qu'on ne le lit pas. Donc, la présence concrète d'une littérature jamais lue dans la mémoire des humains, dans des sociétés où on écrit, je ne raconte pas là une société orale, c'est très normal ce que je dis là, ce sont des choses en effet qui sont peu, enfin me semble-t-il, examinées. Oui, le tour de force de votre livre, c'est de systématiquement les rendre présentes, et alors qu'on est dans quelque chose à la fois totalement paradoxal, puisque impalpable, et en même temps très matériel. Votre livre, c'est aussi une collection d'archives dont vous donnez les sources et les circonstances dans les dernières pages. Et c'est un livre qui obéit à ce qu'il décrit, c'est-à-dire un geste de classement et d'archivage qui laisse aussi de côté, dans un oubli volontaire, me semble-t-il, d'autres textes. Et donc, est-ce que vous diriez que c'est un peu votre pensée classée, puisque on sait que vous êtes à l'origine de ce texte-là de Pérec. Est-ce que pour vous, il a cet aspect-là d'un pensée classée, pensée en classant, ou classée parce qu'on ne pense pas pouvoir classer? Enfin, je ne sais pas, il y a ces paradoxes qui tissent le texte. Oui, alors, c'est vrai que ce sont des textes qui ont tous en commun, je l'ai dit avant, d'être des textes où l'auteur s'expose plutôt qu'il n'expose. Je dis ça pas pour vanter les qualités ou les défauts, peu importe ici, d'un livre, mais pour le décrire d'une manière objective. C'est-à-dire que c'est un texte où il y a un livre où il y a à peu près pas de notes. Bon, oui, c'est vrai que chacun a ses défauts, et quand je cite Saint-Jérôme ou Origène, ça m'ennuie de ne pas mettre la source, donc j'ai mise. Mais il y a à peu près aucune note, ce qui n'existe dans aucun de mes autres livres ou autres textes, et en effet, je dis plein de choses qu'on a le droit de ne pas comprendre, que l'auteur que je suis, quelquefois je relis 1, 2 fois, 3 fois, je dis mais là j'ai voulu dire quoi, je suis incertain, je reprends, ah oui, là ça pourrait s'éclairer parce que 12 pages après je dis ceci, c'est un vrai puzzle. C'est un puzzle pour moi, mais ne sommes-nous pas souvent des puzzles à nous-mêmes dans nos propres existences? C'est vrai que c'est un livre qui essaie aussi non pas de brouiller des frontières, mais peut-être de les recomposer entre existence, vie, savoir et même écriture. Comment écrire comme on danserait? Ça ne marche pas comme ça. Comment, en effet, lire et écrire comme quelque chose qui serait de l'ordre du chant, du souffle? On le sait, c'est une chose très simple, ce qui est de l'ordre de l'écriture est le contraire de l'immédiateté. On peut lire ou on peut rêver de lire d'une manière immédiate, mais enfin, il faut qu'on ait quand même accès à l'instrument alphabétique pour pouvoir lire de cette manière, c'est-à-dire lire sans s'apercevoir qu'on lit. Mais écrire sans s'apercevoir qu'on écrit, c'est peut-être possible pour un certain nombre d'auteurs, je n'en doute pas, mais ce n'est pas nécessairement, ou en tout cas ça longtemps, ça n'a pas été mon cas. Et alors, vous écrivez justement qu'il y a une dimension onirique de l'archive, associée, écrivez-vous, à une bonne dose d'arbitraire
et de plaisir. Et est-ce que vous diriez qu'il y avait aussi ça dans ce livre, c'est-à-dire un plaisir onirique de la collection et du classement? Alors je différencierai quand même, oui, puisque vous me donnez oui. la chance de le faire, l'aspect onirique et ludique du rapport aux archives et l'aspect onirique et ludique de la création et de la composition de ce livre, Un fantôme dans la bibliothèque. Les chapitres de ce livre ont tous en commun, c'est là où j'en étais, puis le film a échappé, comme souvent quand on parle. C'est pourquoi d'ailleurs, quelquefois, peut-être on écrit pour essayer de rattraper des fils qui échappent. Donc, ces chapitres ont tous en commun d'être des chapitres où l'auteur s'expose, c'est-à-dire où il n'a pas à soutenir ni à défendre ceux qui s'y trouvent. S'il fallait utiliser un autre mot, alors qu'il ne s'agit pas d'autobiographie. Il y a plein de choses autobiographiques qui sous-tendent et qui sont là, qu'on peut sentir, et qui ne sont jamais dites. Par contre, ce serait une écriture, ce serait une sorte de fiction, de quelque chose d'intime, à cela près que cet intime se veut objectif et collectif. C'est très singulier, c'est pas de l'égo-histoire, c'est pas du tout individuel. Donc là, ce sont ces textes, et il peut y en avoir d'autres que j'ai écrits, que je n'ai pas posés là, mais enfin, ces textes-là appartiennent à cette mélodie-là. Par contre, l'aspect ludique dans le choix des archives qui sont déposées à l'IMEC, ça c'est une autre affaire. Pourquoi ? Parce que ce sont des jeux de pistes. Très concrètement, aussi parce que quelquefois le temps manque. Mais prenons l'exemple, par exemple, de l'émission que nous sommes en train de faire. Faisons que j'ai préparé un certain nombre de documents où je me dis mais qu'est-ce qu'on va pouvoir se raconter comme ça, etc. Et qu'il y a des choses qui restent. Il y a fort à parier que ça se retrouve dans une enveloppe. Mais l'enveloppe ne sera pas nécessairement du tout une enveloppe d'un envoi que vous m'auriez fait ou qui aurait quelque lien avec diacritique. Cette enveloppe sera une autre histoire mienne et je créerai un rapport tout à fait ludique, parce que insensé probablement, entre la pochette où se trouveront ces archives et le contenu de ces archives. Mais cela même n'est bien sûr pas du tout systématique, et lorsque j'ai reçu une lettre d'un tel ou d'une telle et que je conserve, je ne vais pas lui transformer son enveloppe. Donc il y a à la fois une indication ludique à celles ou ceux qui un jour iront mettre leur nez dans ce type d'archives, mais en même temps une manière déjà d'indiquer que tout ce qui se trouve dans des archives nous échappe à nous, comme créateurs ou producteurs d'archives, et de faire savoir aussi à celles et à ceux qui regarderaient dans ces archives que s'ils espèrent un jour maîtriser quelque chose, qu'ils sachent qu'ils se trompent entièrement. Soit ils jouent et ils fabriquent leur œuvre à partir d'une autre œuvre, soit ils sont à côté de la plaque. Il y a un très beau souvenir que j'aimerais raconter parce que c'est lié à un ami qui n'écrit plus, qui est toujours là, Daniele Deliudice, que vous connaissez, le grand romancier italien, l'auteur du Stade de Wimbledon, dont Mathieu Amalric a fait le film qu'on sait. Deliudice, pour un texte merveilleux que j'ai édité dans ma collection également, qui s'appelle Le musée de Reims. Je ne raconte pas l'histoire du musée de Reims, très beau quand même, d'un homme qui perd sa vue et qui court dans des musées pour voir, alors qu'il ne voit plus. C'est voilà, un tableau particulier, mais Le musée de Reims, avant même d'être édité, avait été mis en scène. Et je lui avais demandé, après avoir vu la mise en scène, je lui ai demandé, est-ce que tu as participé? Est-ce que c'était à Lyon, à la Villa Gilet, et c'était la Cornerie, si je me souviens bien, qui avait fait la mise en scène. Et il était là, j'étais venu à la Villa Gilet pour regarder, et je lui ai demandé, mais est-ce que tu fais comment? C'était l'époque où, entre Beckett et Nathalie Sarraute, je ne sais plus, tout le monde se disputait, quel est le rôle de l'auteur dans la mise en scène qui va se faire de son texte, est-ce qu'il doit tout vérifier ou pas, lâcher prise, etc. J'ai dit, tu fais comment? Est-ce que tu interviens? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu n'es pas content et tout? Et il a eu cette formule extraordinaire. Il a dit, tu sais, quand j'écris, ça naît d'un rêve chez moi. C'est un rêve. Voilà que quelqu'un d'autre vient, un metteur en scène, et me dit, voilà, j'aimerais
mais j'aimerais quoi quand il va faire une mise en scène de mon rêve? Et alors il me dit, Delio Dice, il me dit au fond, ça veut dire que j'ai fait un rêve et que quelqu'un me propose de rentrer dans mon rêve pour faire son rêve. C'est son rêve à lui ou à elle. Voilà. Quand on a la lucidité et la conscience de cela, on est entièrement, me semble-t-il, dans la rigueur de la création, ici artistique, ailleurs elle peut être scientifique, et on est aussi entièrement dans une liberté non seulement créatrice, mais ludique, au fond. Vous voyez bien que dans tout ce que je viens d'évoquer, la seule chose qui ne se trouve jamais, c'est ce qu'on appellerait le sérieux. Ce que j'appellerais le sérieux ici, c'est beaucoup les choses, la gravité, mais enfin c'est le sérieux dont Nietzsche parlait, c'est-à-dire un faux savoir, une fausse créativité, mais beaucoup d'arrogance et beaucoup de pouvoir. Alors là où il y a du pouvoir plutôt que de la création, je préfère m'abstenir. Pour revenir toujours à la structure du livre, j'avais envie de citer une phrase de La chasse aux évidences. Enfin, moi, je l'ai puisée dans La chasse aux évidences, donc de Race sans histoire. Vous parlez d'un texte de Pierre Vidal-Naquet qui s'appelle Les Juifs, la mémoire et le présent. Et votre texte s'appelle Mémoire, au pluriel, justement, du judaïsme. Et je voudrais citer les premières lignes de ce texte. Vous écrivez « Lorsqu'un livre se déploie, par les articles qui le composent sur une quinzaine d'années, c'est d'abord l'intimité intellectuelle d'un auteur qui s'y dévoile. » Et vous dites beaucoup, vous êtes exposé dans ce livre, vous dites en même temps, c'est pas une autobiographie, bien sûr, c'est pas un texte totalement... vous avez parlé d'égo-histoire aussi. Est-ce que, quand vous parlez de ce livre de Pierre Vidal-Naquet, on ne pourrait pas y voir un commentaire par anticipation, alors déjà de Chasse aux évidences, mais aussi de la forme de ce fantôme, de cette structure, c'est-à-dire des textes qui sont additionnés, qui sont liés entre eux, qui sont des strates temporelles aussi recomposées à la manière des essais de Montaigne, j'y reviens, ou de ce texte-là de Pierre Vidal-Naquet, c'est-à-dire un autoportrait en fragments, et pour reprendre le terme que vous employiez dans ce texte-là, le dévoilement d'une intimité intellectuelle. Oui, je vous remercie d'abord de citer ce chapitre qui, comme vous venez de le rappeler, se trouve en effet aujourd'hui dans Race sans histoire, dans la collection Point au Seuil, où il y a toute une série de portraits, des portraits de Humboldt, de Vidal-Naquet, de Léon Poliakov, de Rachel Hertel, de Jean-Claude Grimbert, théâtre, voilà. Bon. Et en effet, c'était un compte-rendu que j'avais réécrit à l'occasion de Race sans histoire d'un volume de Pierre Vidal-Naquet où il réunissait des textes, comme on l'a rappelé, d'une quinzaine d'années. Donc moi ici, en ayant tout réécrit, c'est vrai, ce sont 40 ans de texte. Mais ce que vous dites est probablement très juste. Je n'y ai pas pensé, c'est-à-dire que le geste même de choisir, de réunir un certain nombre de textes presque indépendamment, si je repense à Vidal-Naquet, puisqu'il ne s'agit pas là de ses mémoires, n'est-ce pas? Il s'agissait d'un recueil sur le judaïsme antique notamment. Le fait de réunir des textes de la part d'un auteur, c'est bien sûr, oui, vous avez raison, c'est à la fois un geste, oui, d'autobiographie écrivante, pourrait-on dire, mais aussi une manière de portrait qu'on assume. Alors, en ce sens-là, on pourrait dire que même s'il y a très peu d'événements explicitement autobiographiques, encore que, je crois que si on y regarde de plus près, peut-être aussi que je suis un peu je suis un peu autodéfensif là quand je dis ça, parce que je viens de décrire un chapitre qui raconte le vendredi soir avec mon père. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la manière de collecter les archives, il y a le rapport à la bibliothèque, le fait que ma bibliothèque est en aucun désordre absolument non alphabétique. C'est-à-dire qu'il faut à chaque instant que je puisse tout retrouver là où ça se trouve, sans que ce soit un rangement utilisable par qui que ce soit d'autre que moi. Donc c'est vraiment pas une bibliothèque publique, c'est une bibliothèque très intime et très privée. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Le fait de réunir des textes, ou en tout cas ce volume-là, oui, indépendamment de ce qui se trouve nécessairement
exposé, écrit, oui, c'est une forme de... Alors oui, d'autoportrait, si on peut dire. Ce serait alors l'autoportrait d'un fantôme, quand même. Oui. Et alors, j'y ai pensé aussi parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappée dans le début de La chasse aux évidences, puisque moi j'ai repris ce volume ancien, et qui était présent aussi dans des textes que vous avez la gentillesse de me donner avant notre rencontre. Il y a cette expression qui m'a frappée, qui est publier des textes qui portent leur date. Vous écrivez porter leur date. Et je trouve que cette formule dit beaucoup, c'est-à-dire c'est à la fois un texte qui est pris dans un contexte, c'est-à-dire qui est daté d'une certaine manière, sans que j'y mette aucune vision négative, aucune connotation négative, mais c'est aussi cette idée que ça témoigne d'un moment pour porter vers un après. Et ça montre bien que ce texte qui porte date mène à autre chose, c'est-à-dire que dans ce livre, dans Un fantôme dans la bibliothèque, il y a des textes tout à fait inédits, vous l'avez dit, il y a des textes que vous avez réécrits, mais c'est comme un ensemble qui fait date au pluriel ou qui porte date au pluriel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou... Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai que les textes, c'est un peu descriptif. Chez un notaire, on pourrait dire tel texte porte telle date. Donc après, il y a tous les jeux qu'on a raison. Vous avez raison de faire avec le verbe porter. Le porter, on porte aussi vers l'avenir, bien sûr. Alors, si j'ai voulu à la fin du livre, vous y avez fait allusion plusieurs fois, donc je vais le repréciser, dire l'atmosphère, je dirais, culturelle, qui a présidé à l'écriture, je dirais, à la première version de ces textes, puisque ici, vous vous retrouvez avec des textes, y compris Matériaux du rêve, le long texte qui avait été écrit en réponse à des questions de Nathalie Léger, qui n'a jamais été publié tel quel, mais qui a et un volume hors commerce de l'IMEC. Ce texte-là est entièrement... Il y a des pages entières qui sont parties, il y a des pages entières notamment sur ce que c'est une installation archéologique qui sont nouvelles, par exemple. Bon, donc, le problème n'est pas ici la réécriture. Tout a été beaucoup repris. Mais néanmoins, j'ai souhaité que les lectrices et les lecteurs puissent... C'est pas une question de bibliographie, mais savoir ou entrevoir l'atmosphère intellectuelle et culturelle qui a présidé à la première rédaction de ce texte. Prenons le texte le plus ancien, 77. Il s'appelle « De l'absence de récit ». Il faudrait presque... Je m'arrête un instant, non, je le prends pour en lire, parce que je ne me souviens pas même là, quelle serait la... De l'absence de récit, 77, c'est un texte qui est dédié à la messe en si de Jean-Sébastien Bach, c'est comme ça. Et il commence de la manière suivante: de l'absence de récit, je n'ai pu finalement rien écrire. Je ne continue pas, c'est ça. C'est l'un des thèmes très forts du volume et qui se retrouve tout le temps et partout. Alors, ce texte-là, quand on va à la fin voir, mais qu'est-ce qui s'est passé en 77 ? Alors là, on voit... C'est un colloque que j'avais co-organisé avec quelques amis en Belgique, dans les Ardennes belges, où il y avait été venu, et je donne le nom de toutes celles et ceux qui étaient là. Pourquoi ? Pas pour faire de l'affichage de noms, mais pour rappeler quel était l'univers. Alors on voit ce texte dédié à la messe en si, il y avait Xenakis qui était là, il y avait Denis Roche, il y avait Derrida, il y avait la psychanalyste Michel Montrelet, Roger Lévinter, Jean-Pierre Faye, Jabès, Ocar, et je ne continue pas ainsi. Et pour chacun des textes, j'ai fait cela. Alors il s'agit, encore une fois, si c'était simplement pour mettre la première publication là et là chez Payot, ça s'y trouve aussi. Mais il s'agissait de, au fond, oui, puisque vous aviez posé la question de ce qui porte une date, est-ce que ça peut dire ? Ça peut dire que ça porte une époque aussi. Oui. Et une époque où Blanchot, ou Jabès, ou Derrida étaient très présents, et où ils étaient présents même quand on ne les lisait pas. Ça évoque ce que j'ai dit il y a quelques instants. Oui, et puis c'est aussi une manière peut-être de montrer ce que vous écrivez par ailleurs à propos de ce que vous appelez vos installations archéologiques. C'est une manière de penser notre présent dont nul n'est
ou si peu contemporain. Oui. C'est aussi ce travail sur un passé qui est notre présent et qui est tourné vers l'avenir. Il y a systématiquement ces trois temporalités qui font date, en fait. Oui. C'est certain que je suis souvent frappé, en particulier aussi de la part d'un certain nombre d'historiens, de voir à quel point ils peuvent être peu présents à leur propre contemporanéité. C'est comme si, mais je pense que c'est très profond, et je ne pense pas du tout pouvoir y échapper plus que d'autres, c'est comme si nous portions en nous, mais d'une manière un peu prégnante et oppressante, les valeurs de notre enfance. Vous savez bien que les gens, à partir d'un certain âge, ils se disent, mais le pain coûtait autant, le rapport même à l'argent, l'usage de l'argent. Il y a très peu de gens qui, arrivés à l'âge adulte, se mettent à avoir un autre type de rapport à la monnaie que leurs parents avaient. C'est comme si ça prenait deux ou trois générations pour pouvoir se décrocher d'une mémoire qu'on ne connaît pas de nous, qui nous habite et qui nous façonne, qui fait qu'en effet, parmi nos meilleurs intellectuels en France aujourd'hui, on les reconnaît, pas besoin de les nommer, ils vivent avec un rétroviseur. Pour eux, ils avancent, non pas en reculant, mais ils avancent en regardant toutes ces valeurs magnifiques et merveilleuses du passé, mais qui sont, on a le droit de penser comme ça, bien sûr, mais il faut quand même savoir que l'âge d'or est une des plus vieilles inventions contemporaines à chaque époque de toutes les humanités culturelles, le fait de penser que ce qui était jadis. Et donc, le fait de ne pas être contemporain de son présent est un... J'ai pas tellement plus d'autres choses à dire, mais je pense que politiquement, notamment, c'est quelque chose d'extrêmement grave qui empêche de prendre en considération les choses qui sont des choses qui surviennent dans le présent, n'est-ce pas ? Et si on prenait cette idée-là, simplement de voir comment ça se passe en médecine, vous avez à la fois la recherche médicale, qui est absolument magnifique, et qui ne cesse d'observer, de voir, et entre cette recherche et l'application thérapeutique, vous avez le regard du temps qui passe, et je dirais qui plombe inutilement, de mon point de vue, le présent. C'est tout ça qu'il y a dans cette phrase « Nous sommes rarement contemporains de notre présent ». Et quant au rapport à l'art contemporain, alors là, c'est criant. On voit bien que les gens, ils comprennent pas ce qui... Mais à n'importe quelle époque, vous prenez ça, il y a un siècle, il y a 3 siècles, je veux dire, les gens ne voient pas ce qui se passe quand ça se passe sous leurs yeux, parce que peut-être que c'est plus rassurant pour eux de refabriquer autre chose. Oui, et alors que chez vous, ce qui est frappant aussi dans l'archive, on pourrait imaginer que c'est quelque chose qui est lié au passé ou à quelque chose qui se termine. Chez vous, c'est systématiquement tourné vers un avenir, vers une construction, vers quelque chose aussi qui est une fiction, c'est-à-dire la construction aussi d'un avant. Et vous parlez aussi de toutes ces archives que nous permet la modernité, c'est-à-dire vous parlez de la Dropbox, des mails, de toutes ces archives immatérielles et de la transformation que cela induit pour notre mémoire. Vous êtes très très attentif à ça. Je ne peux pas faire autrement. J'ai vu, et je n'ai pas dévoilé de grands secrets, que des amis avec qui je travaille encore, où je travaillais, ils m'envoyaient des fax Tabouki. Quand on corrigeait des épreuves et qu'on n'était pas dans la même ville, Antonio Tabouki, il m'envoyait des fax. Bon. Luc Dardenne aussi. On pourra, dans mes archives à l'IMEC, voir le moment précis où les fax deviennent des mails, voir aujourd'hui des SMS que je recopie en mail pour les imprimer. Donc c'est déjà, je fabrique du déplacement, je reçois un SMS, j'ai eu des échanges avec Luc Dardenne, notamment au moment où j'ai écrit des pages sur Heidegger qui sont publiées en italien, encore inédites en français chez Bompiani, où j'ai voulu me servir avec son accord de ce qu'il avait fait. Luc Dardenne, un des 2 frères, mais qui est non seulement cinéaste mais philosophe aussi, il m'avait envoyé de très longs SMS pour pouvoir m'en servir. Je les ai traduits, si on peut dire techniquement, en mail et imprimés, mais d'une manière plus, comme pour le verbe porter,
les archives. Mais les archives, ça ne peut pas être du passé. Ça n'a jamais été du passé. Parce que qui va s'occuper de regarder quoi? Même lorsque vous signez un document chez un notaire, ce n'est porteur et efficace que le jour où quelqu'un va s'en servir, parce qu'on est mort, parce qu'on divorce, parce que n'importe quoi, etc. C'est-à-dire que c'est de l'avenir à l'état pur, les archives. Il n'y a pas plus produit d'avenir que l'archive, pourrait-on dire. Oui, mais j'avais noté cette phrase que vous employez. Vous parlez d'archives comme fabrique d'une fiction d'avenir et comme une mémoire d'avenir. Mais c'est dans l'imaginaire commun qu'on pense archives passées, alors que c'est exactement l'inverse. Mais parce que les archives, oui, mais c'est parce que les archives, ce ne sont pas les archives qui sont le passé. Les archives ont toujours été de l'avenir. Vous savez ce qui est du passé? C'est l'usage que certains font des archives, parce que c'est l'établissement d'un pouvoir. Ça, la construction, l'élaboration, les gens savent ça, qui étudient comment les fondations de l'ordre des jésuites ou autre chose, etc. Voilà, ce sont des études passionnantes que Pierre-Antoine Fabre a pu conduire, par exemple, l'historien. Non, mais quand on étudie le passé, ou lorsqu'on veut se servir des archives pour fabriquer du pouvoir contemporain, à ce moment-là, les archives deviennent en effet une trace du passé qui va servir à fonder du pouvoir. Mais l'archive, lorsqu'elle s'autogénère ou est produite par une institution ou quelqu'un, elle est, à l'instant où elle est produite, elle est entièrement tournée vers un usage d'avenir. Alors après, cet usage peut devenir en effet à la fois passif, passéiste, rétrograde, tout ce qu'on veut. J'avais pensé aussi à ce texte que vous avez écrit sur Starobinsky, toujours dans Race sans histoire, où vous parlez de son érudition du sensible, et vous parliez de Action et réaction, donc un de ses livres, en disant c'est une biographie intellectuelle qui fait de chaque chapitre un itinéraire. Et pour moi, c'est exactement ça, ce livre aussi, c'est-à-dire une arborescence, des itinéraires. Et ce train dont on parlait au début, c'est aussi ce mouvement de déplacement. Vous parliez de recomposer des frontières aussi entre les domaines scientifiques qu'on a tendance à penser de manière totalement étanche, ce qui est une hérésie, me semble-t-il. Mais est-ce que il y a cette volonté vraiment d'être dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'itinéraire et du déplacement dans ce livre? Écoutez, ce que vous dites là me touche beaucoup et rejoint au fond, alors c'est un peu bizarre à dire parce que je suis censé être l'auteur de ce livre, enfin, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je suis obligé d'assumer. En tout cas, je suis face à la loi, je dirais. Bon, parce que quand on écrit, on ne sait pas nécessairement ce qu'on fait, mais enfin, après on vous dit, vous l'avez écrit, ou bien vous-même vous dites, je l'ai écrit tout. Mais donc, ce que vous dites là rejoint ma propre lecture, c'est-à-dire a posteriori. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'au moment où les choses se sont écrites, et même au moment où je me suis mis à faire de la couture, et à enlever, à augmenter, à accroître, à fabriquer vraiment le livre, si vous voulez, je ne savais pas nécessairement ce que vous êtes en train de dire. Et lorsqu'en effet j'ai relu l'ensemble, d'abord on peut dire d'une manière complètement personnelle, j'étais effondré. Je me suis dit, c'est pas vrai. Cette phrase écrite il y a 40 ans, non seulement elle fonctionne toujours, mais c'est comme si elle avait fait fonctionner toute mon existence. Alors là, on ne sait pas si on doit être désespéré. À la fois, narcissiquement, on peut dire « Ah bon ?» Donc, vraiment, je ne me suis pas plus planté que ça. Mais en même temps, je ne veux pas dire qu'on a fait du surplace. Mais, enfin bon, ce sera aux lectrices et aux lecteurs plutôt d'en décider. Mais merci également d'avoir évoqué ce chapitre, en effet, de Race sans histoire, dédié à Jean Starobinsky, dont le titre est « De la responsabilité sémantique ». Alors là, c'est différent, parce que action et réaction, qui est une somme colossale, n'est-ce pas, c'est l'histoire d'un couple sémantique. C'est le mot action et réaction entre le corps biologique, le corps physique, vous savez, quand on fait une cutie et que le corps réagit, et le corps politique, lorsqu'il y a des réactionnaires, donc entre action et réaction. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'éditer ce livre, de beaucoup travailler sur ces textes, ça m'était apparu
et c'est ce que j'ai essayé d'écrire dans Race sans histoire, dans ce chapitre dédié à Starobinsky, ça m'était vraiment apparu comme une autobiographie, dans ce cas-là, je dirais pas masqué, mais comme un érudit qui avance dans ses chantiers d'érudition et qui dit ce qu'il a de plus intime à dire en se servant des textes des autres. C'est vrai que nous l'avons tous fait, cela, moins bien, sans doute, quelquefois quand Jean Starobinsky, mais en tout cas, beaucoup de savants d'érudits se racontent. Jean-Pierre Vernant, par exemple, Marcel de Tienne, certainement, Nicole Leroux, tant d'autres. Ça, c'est pour le domaine grec, qui a été le mien. C'est sûr qu'un fantôme dans la bibliothèque fonctionne autrement. Puisque là, je dirais, en quelque sorte, je me retrouve apparemment en première ligne. Je dis apparemment parce qu'en effet, il y a quand même une narration qui est volontaire pour je dirais pas, c'est pas pour ne pas exposer l'auteur, mais c'est pour ne pas rentrer dans un rapport trivial ou naïf à ce que serait une littérature du jeu. Ah oui, totalement. C'est-à-dire que il y a aussi ce rapport entre une mémoire personnelle, sans doute, une mémoire intime, mais en tout cas on le suppose, et une fiction de soi. Par exemple, ce texte Cleaver de diamant, dont on perçoit l'importance aussi, en sachant que ça a été un des titres imaginés pour ce livre. Le Cleaver de diamant, qui est un texte qui est dédié à Olivier Rollin, enfin en tout cas c'est lui qui vous avait demandé de l'écrire pour un volume rassemblant justement des espaces, enfin des rooms. Quand vous racontez cette histoire du Cleaver de diamant, cet adolescent qui fait l'apprentissage de ce métier, qui apprend à faire d'une pierre brute une pierre précieuse aussi, nous, vous connaissant aujourd'hui, alors déjà on se dit est-ce que c'est vrai ? Bon, et puis à la limite ça pourrait ne pas avoir d'importance, on peut y voir la métaphore aussi de ce que c'est que d'être éditeur ou d'être écrivain, c'est-à-dire tirer quelque chose d'une matière brute. Et il y a toujours ce rapport-là au sens qui passe par un vacillement entre vérité et fiction, ou entre réel et imaginaire de ce réel. Et donc quand je parlais d'itinéraire, c'est aussi ce flou-là, ce vacillement vraiment, non ? Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Alors, il y a d'une part, on pourrait dire qu'il y a fiction et réalité à plusieurs niveaux dans ce que vous venez de dire. Première chose, c'est, est-ce que le bonhomme qui écrit ça, c'est biographique ou pas ? Est-ce que l'auteur, mais qui ici ne parle pas ou n'écrit pas en auteur mais en narrateur, est-ce qu'il a vraiment été Cleaver de diamant ? Alors oui. Il a été Cleaver de diamant, il a été il a été apprenti, comme on pourrait être apprenti maçon, il était apprenti de cet artisanat très particulier, médiéval, de cliver des diamants entre 17 et 19 ans, puisqu'il ne voulait pas aller à l'école, il faisait pourtant du théâtre en même temps, et donc il était cliver de diamants. Alors, le fait que ce soit à ce point, pourrais-je dire, autobiographique, dans mes archives à l'IMEC, on peut trouver le contrat d'apprenti rédigé en flamand, puisque c'était en vers, en Belgique. Bon. Mais ce fragment entièrement autobiographique donne lieu à un chapitre qui est de la pure fiction. Tout est inventé, le nom des rues, le nom des personnages, en effet en hommage à un livre d'Olivier Rollin qui lui-même décrivait des chambres. N'est-ce pas ? Bon, alors, prenons chez Olivier Rollin, il y avait un des personnages de son livre, suite à l'Hôtel Cristal, qui s'appelait Papa Diamantides, c'est comme ça, c'est lui qui l'a appelé comme ça. Lorsque plus tard, il m'a demandé, avec bien d'autres auteurs, d'écrire un chapitre qui décrirait une chambre, et moi je fais donc une chambre de Cleaver, le Papa Diamantides devient un patron diamantaire. Bon. Mais alors, cette fiction, elle a trois niveaux, je dirais. C'est d'une part une fiction politique, parce que tous ces diamantaires sont des pauvres sans papier, critique sociale et politique. D'autre part, c'est une fiction technique qui décrit, je ne vais peut-être pas le faire, encore que, mais ça prendrait du temps, ce que c'est de cliver donc cliver un diamant, on va dire le synonyme de cliver le plus simple, ce serait fendre.
Pour dire ce que c'est cliver un diamant, souvenez-vous, prenez une pièce de bois. Vous voyez, un bois, vous voyez le fil du bois. On peut le scier, on peut tout faire avec du bois. Mais si on veut le fendre, il faut suivre le fil. Et de la même manière, un diamant, on peut le scier, on peut le faire briller, on peut faire un tas de choses. Mais le cliver, il faut suivre le fil, et le sens qui est indiqué par le diamant. Et donc, il y a la fiction technique. Et puis, en raison de tout le vocabulaire qui traverse ce chapitre, c'est aussi une fiction érotique. Alors voilà le cliveur de diamants. C'est vrai que je me souviens, et vous voyez, tout ça est antérieur de longues années à l'écriture de ce texte, que Michel de Certeau, avec qui il nous était arrivé de nous voir, de travailler ensemble, lorsque je lui avais raconté qu'au fond, j'avais été cliveur de diamants, il me dit « mais c'est quoi ?» Je dis « mais c'est quelqu'un qui prend une pierre, qui l'assertit, et prend le modèle le plus simple, qui n'arrive jamais, vous avez une pierre avec une seule impureté, et alors on va essayer de la fendre en tapant un coup dessus, tac, comme ça, et à ce moment-là où la pierre explose et vous n'avez plus rien, ou bien d'une pierre impure naissent deux pierres pures. » La seule chose qu'il avait retenue, qu'il trouvait formidable, c'est l'idée du coup sec et qui fait que tout se passe en un instant. C'est une figure évidemment de l'existence. Alors en ce sens, ça c'est l'autre niveau, l'autre registre de fiction et de réalité que vous évoquiez. C'est vrai que le cliveur de diamant peut être une figure de la vie même, c'est-à-dire du fait que souvent les choses les plus importantes dans nos existences, à toutes et à tous, se jouent en un fragment de seconde qui est tellement bref que souvent il nous échappe entièrement d'ailleurs. Ce livre, c'est, alors peut-être pas un autoportrait, mais peut-être un autoportrait oblique et par fragments, mais c'est aussi un livre qui est très tourné vers autrui. Peut-être que j'ai pas assez évoqué cet aspect-là du livre dans mes questions, puisque vous évoquez Pérec, on en a parlé, vous évoquez Lydia Flem, vous évoquez Ivan Jablonka, vous évoquez son histoire des grands-parents que je n'ai pas eu et qui est un livre que vous avez édité dans la librairie du XXIe siècle. Est-ce qu'il y a aussi dans ce livre et dans les textes que vous évoquez, non pas une forme de projection, ça serait un peu trop facile, mais de reconnaissance au sens le plus noble du terme. Et est-ce que être éditeur de ces textes, c'est pas cette reconnaissance-là, se reconnaître, non pas au sens de se chercher et d'un narcissisme, mais de trouver dans ces textes, et c'est pour ça que finalement vous les évoquez aussi, pour vous dire qu'ils vous constituent quelque chose que vous cherchiez, peut-être, ou que vous ne cherchiez pas, mais une question qu'il vous pose. Alors, c'est vrai que quand, exactement par rapport à ce que vous dites, que quand on m'a souvent demandé c'est quoi l'édition dans ta vie? Alors là encore, on peut, vous savez, quand on nous pose une question, à l'instant où on répond, ça dépend du moment où on est dans sa vie, on peut tout recomposer, comme on fait dans une psychanalyse, et d'ailleurs ça devient une forme de réalité. Mais si je reprends les faits, donc là je dis des choses que je ne recompose pas, ce n'est pas une interprétation, c'est factuel. La première chose, c'est que quand j'étais jeune chercheur, je ne savais pas que l'édition, enfin, je savais qu'il y avait des livres, mais je ne savais pas qu'il y avait des éditeurs. Ça n'existait pas, je n'avais pas cette culture-là. C'est pas quand j'avais 23 ans, 24 ans, que j'achetais les origines de la pensée grecque de Vernance, parce qu'un prof d'archéologie m'avait dit que c'était bien. Et je ne savais pas qui était Maspero, je ne savais pas que Vidal Naquet dirigeait la collection dans laquelle il a publié un grand nombre de ses livres, un autre exemple, Henri Bert, etc. Bon. Donc première chose, je ne connais pas l'édition. C'est un fait. Deuxième chose, jeune chercheur, j'arrive à Paris, et contrairement à pas mal de mes amis, je ne suis pas au CNRS. Même si je suis invité à la rue d'Ulm, en pensionnaire étranger, j'étais belge à l'époque, ce n'est plus le cas maintenant, j'avais une bourse très modeste, mais comment dire, la vie quotidienne, c'était quoi? C'était en effet que j'avais rencontré un certain nombre de gens, que je me suis mis à faire des émissions de radio, je vous raconte la généalogie de l'édition, notamment pour la radio belge, où j'ai fait la première émission au monde, il n'y en avait jamais eu avant avec Jacques Derrida. Pourquoi? Parce que j'étais à la rue d'Ulm, je suivais son séminaire, il y a Glas
qui a été publié, après quoi il a été obligé, comme il m'a dit, d'accepter des émissions pour France Culture, ce qui n'avait jamais été le cas avant. Bon, donc je fais de la radio, et puis France Culture, etc. Et je rencontre un certain nombre de journalistes, et notamment Jean-Paul Enthoven, qui à un moment me dit « Est-ce que tu veux pas diriger une collection chez Hachette Littérature ?» On est en 83-84, ça s'est fait en 85, où j'ai créé ma collection Textes du XXe siècle, qui est l'ancêtre immédiat. C'était les livres de textes du XXe siècle, aujourd'hui encore, et la librairie, ce sont les mêmes types d'auteurs et la même démarche, si vous voulez. Et je lui dis à Enthoven, je me fais une lettre, je lui dis que ça me paraît une très très mauvaise idée, parce que moi, si je publie un jour des auteurs, j'aimerais publier des très grands savants comme on publie des poètes. C'était l'idée déjà de ne pas séparer les divers registres du savoir. Et quand on regarde les premiers livres dans le texte du XXe siècle, on trouve immédiatement et d'emblée Pérec et Jean-Pierre Vernant, par exemple. Voilà. Bon. Donc, le rapport à l'édition a été, vous avez tout à fait raison, d'abord un rapport aux aînés. Aujourd'hui, je suis heureux de publier Yvan Jablonka au Camille de Toledo, dont j'aime beaucoup les livres, ou Hélène Giannichini, qui a à peine 26-27 ans. C'est des auteurs très, très jeunes, mais mon rapport à l'édition, au moment où j'ai commencé à faire de l'édition, était un rapport aux aînés, à mes aînés, avec qui je travaillais. J'ai publié beaucoup de textes qui concernent le monde grec, et où, en quelque sorte, je me suis servi du hasard, du contexte éditorial, pour avoir la chance, on parlait d'action et réaction, Jean Starobaski, mais pendant des années, nous avons travaillé à deux sur ce livre, et là, en effet, si on va à l'IMEC, les archives d'action et réaction sont très très riches, avec toutes les versions, avec toutes les annotations, les siennes, les miennes, et ainsi de suite. Donc, l'hommage que je rends aujourd'hui dans ce livre à tous ces auteurs est aussi l'hommage de l'enfant analphabète. Pourquoi ? Parce que, si j'avais rêvé de devenir un acteur de cinéma, j'aurais adoré avoir la chance d'approcher Bergman, Fellini, plus tard Woody Allen, que c'est ici, puisque je rêvais, ou j'essayais, de manière très timide, de devenir chercheur, de pouvoir faire des choses, en effet, avec Vernant, avec Lévi-Strauss, avec qui j'avais fait des émissions de radio, ne sachant pas que j'aurais la chance de publier ces posthumes par la suite, grâce à Monique Lévi-Strauss. C'était en effet, pour moi, une manière d'apprendre à lire et à écrire très concrètement, avec beaucoup de responsabilités, parce que quand vous lisez quelqu'un qui est votre aîné et dont vous avez de toute manière tout appris, je ne vais pas corriger un livre de Jean Starobaski ou de Jean-Pierre Vernant. Par contre, quand je lis, comme chaque lectrice, comme chaque lecteur, on a le droit de poser une question. Et lorsque le texte n'est pas encore imprimé et qu'on pose une question, ça peut enclencher des réponses. Donc voici, après ce détour, ou ces détours, ma réponse à votre question. Oui, la présence des auteurs dans un fantôme dans la bibliothèque et la présence de celles et ceux, Michel Perrault par exemple, dont j'ai tant appris, Arlette Farge, en les lisant. Parce qu'en regardant comment un tel fait son livre, j'ai pu aussi avoir accès à un métier qui n'était pas le mien. Après tout, je n'étais qu'un cliveur de diamants pendant très peu de mois, mais quand même pendant 18 mois. Et alors, vous avez répondu à ma dernière question, en fait, parce que vous parlez d'apprendre à lire et à écrire, à un moment donné, c'est à page 69, et je me suis demandé si vous n'étiez pas devenu éditeur pour apprendre à lire et à écrire. Mais vous avez tout à fait raison, mais là encore, si on reprenait, je peux le faire d'ailleurs, pourquoi pas, dans Race sans histoire, c'est dans le texte, je crois, dédié à Jean Starobaski, que je dis qu'on passe toute sa vie, ou en tout cas moi, que je passe toute ma vie à apprendre à lire et à écrire. Et oui, c'est vrai qu'alors un fantôme dans la bibliothèque, ce serait aussi un livre qui retracerait non pas le, mais les portraits, non pas seulement d'un apprenti cliveur, mais d'un apprenti lecteur, d'un apprenti auteur ou écrivant, sauf que c'est un apprenti qui sait qu'il ne cessera jamais
d'être apprentis.